Bonsoir. 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 On va démarrer du coup. Bon, est-ce qu'on nous entend bien? Françoise, on nous entend, ça, on m'entend, c'est bon? Alors, moi, je t'entends, mais je ne sais pas si Noémie nous entend. Oui, moi je vous entends, il n'y a pas de souci. Super, parfait. Alors, bonsoir à tous. Tac. Un message, je ne l'entends pas, c'est normal. On va voir ça. Alors, donc, bienvenue à tout le monde pour cette réunion d'information concernant la formation au métier d'auxiliaire de service vétérinaire. Donc, Françoise, je te laisse te présenter, je t'en prie. Alors, moi, je suis Françoise. Bonsoir à toutes ou à tous, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu tous les noms. Je suis la référente pédagogique à Subéto Strasbourg. Et Chloé est à Grenoble. Grenoble. Voilà. Parfait. Alors, Chloé, est-ce que vous pouvez départager l'écran, qu'on vous voit un peu mieux à l'écran? Allez, je me montre. Tac. Voilà. Donc, alors, on voit pas les personnes. Donc, il y a encore quelques personnes qui sont en train d'arriver, là, que je viens de faire entrer. D'accord. On peut peut-être... Oui. Donc là, on peut démarrer, si vous voulez, voilà, la présentation. Hein. Pas de souci. Ah, voilà une personne. Allez, du coup, donc, on commence pour la formation. Tac. Alors, donc, si vous êtes d'ici, j'imagine que vous avez une idée sur le métier d'auxiliaire de service vétérinaire. Donc, on va vous en parler tout de suite après un petit peu plus en détail en ce qui concerne tous les domaines qui sont abordés au cours de la formation, donc des 2 années de formation que nous allons vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, la première partie, donc une très grande partie du métier d'assistant vétérinaire qui concerne la gestion administrative. Donc, François, si tu veux commencer. Oui. Alors, la gestion administrative, oui, alors il y a cette partie donc, qui correspond donc, à tout le secrétariat. Et donc, une ASV se doit de pouvoir gérer effectivement, comme ça s'appelle, toute la partie administrative, donc c'est-à-dire le secrétariat, les contacts avec les laboratoires, le contact avec les services vétérinaires, donc être en mesure de pouvoir répondre à tous les mails. Donc, en fin de compte, c'est la gestion entre le client, le vétérinaire et tous les intervenants extérieurs. C'est à peu près ça. Donc, c'est beaucoup plus évidemment élaboré que ça, mais dans un premier temps, c'est ça. Alors, donc, pour la suite, donc, on va avoir un domaine aussi qui sera abordé donc, en ce qui concerne le conseil, la vente et la gestion des stocks. Oui, alors ça, c'est une partie importante également. Le conseil, ça fait vraiment partie du métier. En l'occurrence, l'ASV, je pense, passe à peu près plus de 50% de son temps en contact avec la clientèle. Donc, effectivement, pour faire du conseil, mais aussi des ventes au comptoir. Et la gestion des stocks, on en parle aussi. C'est aussi très, très important puisque le stock, c'est primordial dans une clinique. C'est vraiment un point clé. Donc, il faut savoir gérer des stocks de médicaments, de matériel, de matériel et même de fournitures, de secrétariat. Donc, c'est vraiment très important de savoir gérer le stock de la clinique puisque le stock, c'est de l'argent, donc il faut y faire attention. Voilà.
Alors, donc ensuite, le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Pareil, un domaine extrêmement important. Donc, nous avons un cours d'hygiène et la sécurité. Bon, l'idée, effectivement, on a quand même un métier qui a un potentiel de dangerosité. Donc, il faut savoir se protéger les animaux, évidemment, protéger le vétérinaire et soi-même. Donc, il faut être à même d'avoir les bons gestes. Donc, on les apprend durant les 2 années. Je vais un petit peu vite. Voilà. Alors, la partie, évidemment, que tout le monde attend, soins aux animaux, donc ça paraît évident. Et donc, c'est une partie, on va dire, la plus, qui me semble évidemment la plus passionnante. Et donc, on va apprendre pendant ces 2 ans à prodiguer des bons soins aux animaux. Et enfin, l'assistance à l'aide technique. Alors, l'assistance, c'est dans le assistante vétérinaire, c'est bien ce que ça veut dire. Donc, l'assistance auprès du vétérinaire, puisque l'ASV est vraiment le pilier de la clinique. Donc, elle se doit d'assister le vétérinaire. Donc, dans toute, tant en gestion, en vente, et surtout en aide technique, c'est-à-dire l'assistante vétérinaire est une infirmière en soi. Donc, elle doit assister le vétérinaire lors des chirurgies et lors des soins aux animaux. Alors, on va peut-être poser des questions. Est-ce que certains ont des questions déjà par rapport au métier auxquelles on pourrait éventuellement répondre? Je regarde dans le chat. Alors, je ne sais pas si il y en a, oui. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro pour qu'on puisse leur répondre en direct, peut-être. Parce que je vois qu'il y a plein de micros fermés. Non, pas pour le moment, on me répond. Carla? D'accord. Bon, bien, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, pour accéder à cette formation, donc, il y a plusieurs conditions d'admission. Donc, la première, c'est d'avoir 18 ans. Au moins avoir 18 ans durant le début de première année de formation. Il faut impérativement avoir un niveau terminal, ou du moins équivalent. Et surtout, donc, la première étape, ça va être de déposer un dossier de candidature à l'école où vous souhaitez aller. Et à la suite de ce dossier de candidature, il sera étudié par la référente ou le référent de formation. Et ensuite, un entretien de sélection sera fait donc avec cette personne pour enfin déterminer si vous pouvez accéder à la formation ou non. Donc, concernant le titre auxiliaire de service vétérinaire, donc c'est un titre de niveau 4, donc qui est l'équivalent d'un bac. Il est évidemment reconnu par l'État. Et pour parler donc un petit peu plus poussé au niveau de la convention collective vétérinaire, donc ce titre est l'équivalent d'un échelon 3. Donc ça, on en parlera peut-être plus précisément pour éviter de perdre trop de personnes au niveau de l'explication des échelons. Donc ce qu'il faut retenir, c'est niveau 4, l'équivalent d'un bac, et échelon 3 dans la convention collective vétérinaire pour le métier d'auxiliaire vétérinaire. Il faut savoir qu'au niveau des échelons, il en existe 5 pour être assistant vétérinaire. Donc, évidemment, vous pourrez devenir échelon 5 par la suite en passant donc ce qu'on appelle une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience, à partir du moment où vous aurez l'équivalent d'1 an à temps plein en tant qu'assistant vétérinaire en clinique. Donc, au niveau du titre, alors vous serez évalué déjà par contrôle continu, donc pendant chaque période de cours, avant les partiels, entre chaque partiel, vous aurez des contrôles continus tout au long de l'année dans toutes les matières que vous allez travailler. Et ces contrôles donc, vont évidemment compter
dans la note finale. Vous aurez également 2 partiels en première année et un dernier partiel en deuxième année. Donc, ce sera basé sur toutes vos connaissances. Donc, sur 2 semaines, vous allez avoir des évaluations pour la plupart à l'écrit et ensuite de la pratique et de l'oral selon les matières. Et bien évidemment, vous aurez aussi des évaluations sur la pratique. Donc, pendant vos 2 années de formation, vous serez bien évidemment en parallèle des cours en stage en clinique vétérinaire et vous aurez donc un livret de compétences qui va vous accompagner pendant vos 2 années de formation et qui permettra à votre maître de stage de vous évaluer, donc cocher si oui ou non vous êtes capable de réaliser cette tâche-là. Le but étant qu'à la fin de la formation, vous sachiez faire tout ce qui se trouve dans ce livret, donc toutes les tâches qu'un ou une ASV est censé savoir faire. Et enfin, donc, vous aurez le grand oral, on va dire la partie la plus importante. À la fin de la 2e année, vous allez passer devant un jury composé de vétérinaires et assistants vétérinaires, devant lesquels vous allez différents travaux de compétences et également un cas clinique que vous aurez suivi et réalisé au cours d'un ou de plusieurs de vos stages. Et donc, le but étant toujours de vous évaluer sur vos compétences d'assistant vétérinaire. Et donc, le jury pourra vous noter à ce moment-là et dire si oui ou non, vous êtes un ou une bonne ASV. Donc, le certificat Voltaire. Donc, pendant la première année, vous allez passer le certificat Voltaire, donc, qui est complètement indépendant de la formation. On va dire que c'est un plus. Donc, c'est un certificat de niveau en orthographe. Et oui, le français est important dans notre métier. Voilà, comme disait Françoise, on est amené à consulter les mails, à en rédiger, éventuellement réaliser certains comptes rendus. Oui, en l'occurrence, oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, oui, tu as raison. Il y a beaucoup d'écrits. Exactement. Et c'est très important, hein, même au-delà du métier, même dans la vie de tous les jours, c'est très bien d'écrire correctement. Donc, le but du certificat Voltaire, c'est de vous préparer et surtout faire en sorte que vous maîtrisiez la langue française, évidemment. Donc, vous aurez, en parallèle de cours en présentiel, vous aurez également un accès sur une plateforme en ligne qui vous permettra de vous entraîner avec différents exercices, donc de grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison aussi. Et en février de la première année de formation, vous allez passer ce fameux certificat Voltaire avec plein de petites questions, un QCM, une dictée aussi, et donc pour évaluer votre niveau. Et si vous dépassez une certaine note, que vous avez un bon niveau en français, donc vous obtiendrez ce certificat Voltaire qui sera un gros plus sur votre CV, évidemment. Alors. Donc, concernant les stages, donc, vous allez pouvoir effectuer évidemment diverses périodes de stage au cours de la formation. Donc, vous aurez toujours, on va dire, une partie en cours en présentiel et en parallèle aussi des stages qui vous permettront donc de mettre en pratique ce que vous avez appris lors des cours. Donc, concernant ces stages, ils sont à la base non rémunérés. Il faut savoir que ce n'est pas de l'alternance. Ce sont des périodes de stage et des périodes de cours en présentiel. Et ces stages, vous pouvez les effectuer dans une ou plusieurs cliniques vétérinaires selon ce que vous souhaitez chercher aussi et selon ce que vous souhaitez découvrir, surtout en termes de structure. Donc, on va parler des plannings, je crois, juste après. Ça se complique. Voilà, donc, pour vous montrer, alors là, on est sur le plan de formation de Subveto Grenoble. Évidemment, il peut y avoir certaines modifications selon les centres, donc il faudra se rapprocher du centre qui vous intéresse. Le point commun, on va dire, le seul, l'unique, ça va être les dates de partiel qui seront les mêmes pour chaque centre, évidemment, puisque les sujets sont nationaux. Donc, concernant au niveau de la formation donc, en première année, donc à partir de septembre, vous allez donc commencer les cours et de septembre jusqu'à mi-mai, vous serez en présentiel du mardi au vendredi. Donc, septembre-octobre, vous n'aurez pas encore de stage. Le but étant que vous ayez certaines bases déjà avant de commencer en clinique. Et ensuite, à partir du 31 octobre, donc, vous allez commencer le stage en clinique vétérinaire.
Donc, toujours pareil, selon les stages, il se peut que ça change d'un centre à un autre au niveau du fonctionnement. Donc, pour chez nous, à Grenoble, vous allez commencer par une semaine complète de stage, le but étant de découvrir la structure dans laquelle vous allez être les semaines suivantes. Et ensuite, donc, on va partir sur un stage hebdomadaire, c'est-à-dire que vous y serez un jour par semaine. Donc, en première année, c'est le lundi. Et donc, toujours le même principe, vous serez également en cours du mardi au vendredi à côté. Il y aura quand même des périodes de vacances, on est sympa. Et surtout, donc, une petite période de révision pour enchaîner sur une première période de partiel, donc courant janvier-février de la première année de formation. Donc, comme je le disais, vous aurez des épreuves, surtout à l'écrit et aussi à l'oral et à la pratique, selon les matières. Donc, les matières, vous pourrez les découvrir plus en détail dans le dossier de candidature, donc vous pouvez faire la demande. Et ensuite, après la première période de partiel, donc le principe est exactement le même. Vous reprenez le stage hebdomadaire du lundi et vous êtes en cours du mardi au vendredi. Et donc ça, jusqu'à mi-mai, comme je disais, pour ensuite être en stage long. Donc, les semaines vertes, comme vous pouvez le voir ici, de mai jusqu'à fin juillet, où vous serez entièrement en stage, donc vous n'aurez plus de cours en présentiel, et avec une deuxième petite période de partiel qui se faufile au milieu. Au mois de juin. Évidemment, comment, Françoise ? Au mois de juin. Voilà, fin juin. Alors évidemment, il est possible, si vous le souhaitez, de réaliser aussi des périodes de stage sur les vacances scolaires. Plus vous en faites, mieux c'est. Donc, vous avez totalement la possibilité d'en faire sur les périodes aussi qui ne sont pas forcément notées. La deuxième année, donc la deuxième année termine un petit peu plus tôt. Donc, les cours en septembre pour les 3 premières semaines, vous y serez du lundi au vendredi. Et ensuite, on attaque à nouveau le stage hebdomadaire, mais cette fois-ci, vous y serez 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi, avec toujours les cours du lundi au mercredi. Et ça, donc, jusqu'à, on va dire, presque fin décembre, avant les vacances de Noël. On vous laissera également toujours les vacances de Noël pour vous reposer, puisqu'on est toujours aussi sympathique. Et puis ensuite, on vous prépare une dernière période de partiel en janvier pour ensuite continuer avec des stages longs. C'est un petit peu le même principe que la première année, sauf que les cours durent moins longtemps. Et puis, enfin, vous aurez, à partir d'avril, donc la soutenance qui concerne donc le grand oral, comme je le disais, où vous allez donc passer devant un jury pour présenter les cas et les travaux que vous avez effectués durant vos stages. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions sur le fonctionnement de la formation avant de... Alors, si certains ont des questions. Oui, bonjour Florence Ouvrard. J'ai plusieurs questions du coup à vous poser. La première, donc vous dites qu'on peut intégrer à partir de 18 ans. Est-ce qu'on peut déposer du coup son dossier avant que l'enfant, l'élève ait 18 ans? Oui, bien sûr. Donc c'est 18 ans au démarrage de la formation, c'est ça? Vous pouvez avoir 18 ans dans la première année, on va dire. Donc la rentrée était en septembre. Vous pouvez, avant fin décembre. Voilà. D'accord, ça marche, merci. Du coup, quelles sont les dates pour déposer les dossiers, par exemple, pour la rentrée prochaine? Ben, c'est maintenant. C'est maintenant, ok. Vous vouliez aller sur quel centre? Parce que c'est vrai qu'après, chaque centre a quand même ses spécificités, mais… Non, donc ma fille est en première, donc ce sera pour un dépôt l'année prochaine, quand elle sera dans son année de terminale. D'accord. Donc, ça serait de déposer au mois de février pour rentrer sur la session de septembre, c'est ça? Oui, alors après, vous pouvez déjà avoir un contact. C'était pour quel centre de formation? Pour Grenoble. Pour Grenoble, ah bah, voilà. Donc, votre fille est actuellement en première, c'est ça? C'est ça. Alors oui, donc il faudra, ça ne sera pas pour cette rentrée-là, mais la rentrée prochaine. Du coup. Ça marche. Voilà, donc… Ok, merci. Dernière question que j'avais, c'était donc vous parlez de stage.
Est-ce que c'est à l'élève de trouver ses stages ou est-ce que c'est vous qui les mettez en contact? Parce que comme le rythme, c'est, je suppose, autour du coup des cliniques Veto, autour de Grenoble, est-ce que c'est vous qui proposez aux élèves des cliniques? Alors, c'est à l'étudiant de faire les démarches pour trouver un lieu de stage. Évidemment que s'il y a des difficultés pour trouver ces cliniques, on interviendra. Alors, nous n'irons pas nous-mêmes déposer le CV, évidemment, mais déjà, nous travaillons sur le CV, la lettre de motivation, sur la présentation aussi. Et dans tous les cas, nous avons régulièrement des propositions de stage qui nous permettent de les diffuser l'ensemble de la classe pour les personnes qui souhaiteraient effectuer des stages dans ces cliniques. Après, la formation est en place depuis déjà plusieurs années. Les cliniques ont l'habitude, j'ai envie de dire, donc ce n'est pas forcément compliqué de trouver un stage, mais on va dire que premier arrivé, premier servi. Voilà. Après, voilà, dans tous les cas, comme je disais, étant donné qu'on a la possibilité de réaliser des périodes de stage sur les vacances, si jamais il y a quelques décalages, on peut toujours rattraper sur d'autres semaines. Donc, on ne s'inquiète pas du tout pour ça. Mais en tout cas, en premier temps, c'est à l'étudiant de faire les démarches. Ok, merci pour ça. Et j'ai une dernière question. Donc, c'est une formation donc, sur 2 ans qui est reconnue, qui est niveau échelon 3, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui est donc certifiant et reconnu par l'APFORM? Alors, l'APFORM, justement, c'est quelque chose, voilà, c'est un autre centre de formation, un autre organisme de formation. Okay. Donc, APFORM, c'est l'organisme qui gère le GIPSA, donc qui est sous forme d'alternance et qui donc délivre jusqu'à l'échelon 5. Donc, toutes les autres, tous les subvétos à côté, pour le coup, on sera échelon 3, on ne pourra pas, à l'issue de la formation, faire sortir échelon 4 ou échelon 5, mais comme je le disais, il est dans tous les cas possible de le devenir par la suite grâce à une VAE. Super, merci pour vos réponses. Je vous en prie. Alors, du coup, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que tu veux regarder, Françoise, pour les questions dans la discussion? Bonjour, j'avais une question. Oui. Je suis actuellement en BTS animale, donc en 2e année, et ce serait pour m'inscrire l'année prochaine. Et du coup, je voulais savoir si le BTS, ça suffisait ou s'il fallait faire autre chose avant d'y aller. Avant de vous inscrire chez Subveto? Oui, c'est ça. Ah non, non, vous pouvez vous inscrire directement. Et c'est favorisant, enfin, on a des bonnes chances de réussite quand même. Alors ça dépend si vous travaillez. Non, mais très sérieusement, oui, bien sûr. Et puis en plus, vu l'orientation que vous avez déjà prise, vous allez être quand même assez confortable dans les études, hein. D'accord, merci beaucoup. Des facilités. Selon les matières, oui, vous aurez beaucoup plus de facilité. Donc ça va. Est-ce que vous aviez regardé les matières déjà qui étaient sur Subveto? Vous avez regardé? Oui, un petit peu, oui. Parce que là, par rapport déjà à votre orientation, effectivement, ça serait intéressant pour vous que lorsque vous allez intégrer Subveto, vous allez être assez confortable par rapport à vos matières. En tout cas, étant donné que le niveau terminal est exigé, bien sûr qu'un BTS, c'est un gros plus, donc vous pouvez dès à présent postuler, il n'y a aucun problème. Oui, moi, je suis très confiante. D'accord, merci beaucoup, ça me rassure. Vous aviez une autre question? Non, comme ça, non. Non. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Elodie Coendi. J'avais une petite question, savoir du coup, moi, ce serait pour postuler à l'école de Lyon. Oui. Et je voulais savoir si vous saviez les dates un peu, parce qu'en fait, moi, c'est un peu particulier, les dates de clôture pour l'inscription, parce que ce serait pour passer via le congé pro, en fait, parce que ce serait pour une reconversion professionnelle. Donc, je ferais via le congé transition pro. Et donc après, comme il y a des dates de clôture pour les dossiers, je voulais savoir, vous, vos dates limites pour déposer la candidature. Quand est-ce que ce serait sur Lyon? Alors, quoi, tu les connais, Chloé, les dates à Lyon ou pas? J'imagine que c'est en fonction des places disponibles.
C'est toujours compliqué de donner une date butoir puisque c'est en fonction des places restantes. Donc, ce qui serait intéressant peut-être, ça serait de les contacter directement. D'accord, parce qu'il n'y a personne là de Lyon, c'est ça? Il y a, voilà. Mais D'accord. pour vous savez quand est-ce que vous pouvez vous inscrire le dernier moment possible pour vous, Ah c'est non, quand? bah, j'allais justement lancer la candidature et faire en même temps le dossier, si vous voulez, sur congé transition pro. Mais après, comme eux, ils ont Alors, des moi, dates je aussi pense qu'il serait intéressant déjà que vous envoyiez à Lyon votre dossier de candidature. D'accord. Comme ça, déjà, ils ont votre dossier et puis à ce moment-là, ils vous contactent. Et puis, Ok. en fonction, ils pourront vous dire, ils pourront vous donner une date butoir. D'accord, pas de souci. Et vous pouvez d'ores et déjà, le dossier de candidature ne vous engage en rien. Donc, vous pouvez déjà leur envoyer le dossier de candidature, ils vont vous contacter. Et Ok. par la suite, vous aurez la date. Je pense que ça sera déjà bien, là on est déjà en février, d'envoyer votre dossier de candidature. Ok, pas de souci. Bah, je vous Voilà, remercie. mais je vous en prie. J'avais vu une question aussi de Magali. Est-ce qu'il faut le niveau, donc il faut le niveau terminal, est-ce qu'il faut le bac? Alors, il faut un niveau terminal, mais le bac n'est pas exigé. Donc, évidemment, on étudie quand même les bulletins de scolarité afin de connaître un petit peu le niveau aussi. Voilà. Mais en tout cas, le bac n'est pas exigé. Alors, j'ai Bonsoir, j'ai une petite question par rapport au stage. Oui. Les stages, du coup, ils peuvent être réalisés pas forcément dans la même clinique. On peut changer si jamais. Ah, c'est même conseillé de changer. D'accord, ok. Il faudrait au moins avoir 3 cliniques différentes. Vous voyez, au moins avoir 3 Oui, cliniques. pour avoir différents aspects, hein, bien sûr. Oui, oui, c'est d'autant plus intéressant que vous fassiez plusieurs stages dans différentes cliniques. Alors après, en fonction de ce que vous allez trouver, mais le fait que vous soyez dans une clinique, par exemple, qui fait une activité mixte, par exemple en équine, ou une activité exclusivement canine, ou alors des cliniques qui travaillent avec les nouveaux animaux de compagnie. Voyez, Ouais, et c'est bien sûr. intéressant que vous puissiez voir des petites structures, des structures plus importantes, des cliniques, par exemple, d'urgence. Et ça va au contraire, ça va enrichir votre formation. Oui, bien sûr. Ok. Et c'est en ça où c'est intéressant de faire des stages et de ne pas faire un cursus, si vous voulez, dans la même clinique pendant toute votre formation. Bien au contraire, il faut changer de clinique. D'accord. Eh bien, merci Même beaucoup. si après, on a tendance à vouloir rester parce qu'on est bien dans une clinique, Oui, oui, on oui. commence à la connaître, on connaît l'équipe, donc on a du mal à la quitter. Mais non, au contraire, il faut aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rebondir sur ce que disait Françoise, voilà, ne serait-ce qu'en termes de taille de structure, aux spécialités, et simplement les méthodes de travail. Il peut y avoir des cliniques à quelques kilomètres de différence et les méthodes sont complètement différentes. Donc le matériel utilisé ne sera pas le même. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir autre chose, sortir un peu de sa zone de confort pour justement découvrir tous les aspects du métier et en apprendre le plus possible au cours de la formation. Oui, tant d'un Donc, point de vue technique que d'un point de vue humain. c'est même pas dérangeant si on va avec un veto rural, par exemple, qui bouge beaucoup. Au contraire, c'est intéressant la rurale. Le but étant vraiment de voir ce qui vous plaît à l'avenir aussi. Le fait de voir plusieurs types de structures, eh bien peut-être que vous direz, bah, non, je préfère aller travailler plus à la campagne dans une clinique mixte plutôt que de la canine en ville, en centre-ville. Voilà, comme ça, vous savez vraiment ce qui vous plaît et pour la suite, vous saurez où vous orienter vers quel type de structure. Oui, ou tout simplement, oui, même découvrir des animaux que vous ne pensiez pas qui seraient susceptibles de vous intéresser, hein, comme les petits nacs, on ne les connaît pas bien. Travailler dans une clinique qui est exclusivement en NAC, c'est intéressant. Travailler avec les... Mais
En fin de compte, tout est intéressant, mais il faut, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a plein de- Une petite question, une autre question. Si jamais on ne trouve pas de stage dans les délais impartis, enfin, comme vous avez mis des dates, est-ce qu'il y a possibilité de décaler ces dates ou c'est vraiment ces semaines-là qu'il faut réaliser les stages? Oui, on peut toujours, comme disait Chloé tout à l'heure, on a la possibilité de modifier les plannings si vraiment on ne trouve pas. Mais normalement, si on fait des recherches sérieuses dès maintenant, j'ai envie de dire presque, hein, pour la rentrée prochaine, il n'y a aucune raison que vous n'en trouviez pas, hein. Alors, mais si on a une difficulté, on peut toujours rattraper des stages lors des vacances. C'est possible, tout à fait. D'accord, merci. Je vous en prie. Toujours les temps de stage pour la formation de Brest, les mêmes que Grenoble. C'est similaire, hein, je vois là, on me pose la question de savoir si les temps de stage pour la formation de Brest sont les mêmes que pour Grenoble. Les plans de formation sont théoriquement les mêmes à peu près, hein. Alors, il y a les vacances qui sont modifiées puisque les zones ne sont pas les mêmes. Mais sinon, c'est similaire, hein. On va retrouver à peu près les mêmes calendriers dans tous les centres de formation. Alors, je remonte un petit peu plus haut. Donc, Mm. j'avais une question. Donc, est-ce qu'il y a un bac à privilégier STAV production agricole? Alors, évidemment que si vous souhaitez vous lancer dans ce type de formation, tout ce qui sera en lien avec les animaux, du moins le domaine même de la santé, ça sera forcément un plus pour la formation. Voilà. Donc, ça peut être des bacs pro aussi, hein, des BTS, comme on l'a vu, BTS production animale. Les bacs pro, on en a beaucoup qui sortent, par exemple, de bacs pro dans le domaine équin. Donc, forcément, ça peut être un plus pour ce type de formation. Au niveau de la Champagne, voilà, après, je suis dans un bac pro technicien conseil vente en animalerie. Ce bac-ci convient également pour intégrer Subveto. Bien sûr, en animalerie et en vente, vous aurez forcément des similitudes avec le métier assistant vétérinaire. Donc, c'est très bien comme bac pro. Vous pouvez postuler sans problème. Alors ensuite, donc non, la formation ne passe pas par Parcoursup. On est un organisme indépendant. Donc, si vous souhaitez postuler pour la formation Subveto, il faut directement envoyer un dossier de candidature au centre dans lequel vous voulez faire la formation. Voilà, il faut s'adresser à eux directement. Voilà. Si on voit d'autres, oui. Alors après, pour les financements, donc en fonction des régions, il faut bien évidemment vous adresser au centre de formation le plus proche de chez vous. Parce qu'évidemment, selon les départements, les régions, les organismes de financement ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je vous conseille, voilà, j'avais les questions Brest, tout ça, donc vous pouvez vous rapprocher du centre de Brest pour avoir un petit peu plus de détails à ce niveau-là. Et sinon, voilà, comme disait Elodie, vous pouvez regarder aussi du côté de Transition Pro qui peut accompagner pour justement faire une reconversion dans ce type de formation-là. Il y a Rennes, oui, si, il y a Rennes. Hein, il y a Rennes aussi, hein, donc je rassure Mélodie, c'est ça? Donc Rennes existe aussi, il n'y a pas que Brest. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les temps de stage. Je crois qu'on est bon puisque en même temps, donc c'est parfait. Il y avait le coût annuel aussi, on nous pose la question sur... Alors, j'ai vu qu'il y avait la brochure qui avait été transférée, donc le coût sera dessus.
au même titre que voilà, pour déposer un dossier. Tout est vous avez le lien dans la discussion, donc, sur lequel vous pouvez directement accéder au dossier de candidature où vous retrouverez toutes les informations les plus importantes, donc les matières, les temps de stage, le coût de la formation. Donc, vous aurez un petit peu toutes ces infos-là si vous souhaitez directement aller récupérer la brochure. Alors, donc, on avait une question. Y a-t-il beaucoup de débouchés? Alors, une grande question. Tu veux... Non, vas-y. Alors, au niveau des débouchés, donc, il faut savoir que vous êtes formé pour un métier en particulier. Donc, contrairement à si vous faisiez un bac pro vente où vous pouvez aller travailler dans n'importe quelle entreprise qui fait de la vente, là, vous serez vraiment formé pour travailler en clinique vétérinaire. Des cliniques vétérinaires, selon les régions, on peut en trouver un nombre assez important. Après, évidemment, vous n'aurez pas 5 propositions de CDI à temps plein à l'issue de la formation. Hein. On va dire les choses comme elles le sont. Mais après, voilà, il faut savoir que c'est un métier qui, dans les structures, ça bouge beaucoup. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de femmes. Donc, qui dit femme dit enfant. Qui dit enfant dit congé, congé maternité, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on commence souvent par des remplacements quand on travaille en tant qu'ASV et qui débouchent sur des contrats, des CDI. Donc, l'avantage aussi que vous avez, c'est que vous pouvez travailler dans plusieurs structures en parallèle. Donc, si vous travaillez à mi-temps dans une clinique vétérinaire, vous avez tout à fait la possibilité de travailler à mi-temps dans une autre structure aussi. Donc, au niveau des débouchés, il y en a, ça bouge beaucoup. Après, voilà, on ne va pas dire que vous aurez, voilà, comme je disais, 50 offres à l'issue, le lendemain de la fin de la formation. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on vous accompagne. Durant les 2 années qui suivent la formation, on vous accompagne aussi pour vous aider dans vos démarches en fait, pour trouver un emploi, si jamais ce n'est pas le cas. Même si de nombreux étudiants au cours de la formation ont déjà un poste avant même que leur année soit terminée. C'est notamment l'avantage des stages et surtout, comme on le disait, de changer de structure, le but étant de vous faire connaître. Voilà. Le monde vétérinaire est un tout petit monde, ils se connaissent tous entre eux, tout se fait par le bouche à oreille. Donc, plus vous faites de cliniques, plus ça se passe bien, plus vous êtes certain de pouvoir trouver un emploi derrière. Et surtout, n'ayez pas peur de vous déplacer aussi. Ça, c'est important. Il faut être un minimum mobile. Pour ceux qui ont des cliniques à 5 minutes de chez eux, ne vous faites pas l'idée que cette clinique-là vous embauchera forcément. Donc, il faut vous mettre en tête de bouger un petit peu, être mobile, prendre les transports en commun, avoir la voiture, etc. pour justement pouvoir découvrir plusieurs types de structures, comme on le disait. Oui, et puis on peut aussi travailler dans d'autres structures que des cliniques vétérinaires. Donc, c'est l'avantage aussi d'avoir cette formation. Donc, soit en refuge, on peut repartir comme en animalerie aussi, c'est possible. Mais il est évident que lorsqu'on fait cette formation, donc le premier choix, c'est d'être assistante vétérinaire. Mais il est possible aussi de travailler donc, dans les refuges, dans les SPA, de travailler dans les zoos aussi, c'est possible, en plus des structures vétérinaires traditionnelles. Tout ce qui touche aussi, comme on le disait au départ, tous les organismes aussi qui tournent autour des cliniques, donc ça peut être les assurances vétérinaires, les laboratoires, voilà, il peut y avoir des postes aussi à ce niveau-là. Qui peuvent justement, la formation peut vous aider à accéder à ce type de poste, puisque généralement, ce sont le type de profil qui recherche aussi. Nous demandons les taux de réussite à l'examen. Alors, les taux de réussite, on les a par centre. Oui. Donc, national, je ne sais pas. Alors, à Strasbourg, on n'a pas encore, puisqu'on vient de démarrer.
Mais, Avec 100% de réussite sur notre première photo. Grenoble, 100%. Bravo. Voilà, 100% à Grenoble, ouais. Montpellier, 95. Rennes, 93. Brest, 93 presque. À Grenoble, on me demande encore 100%. Donc, vraiment, 100% de réussite. Reims, 80. Généralement, je me permets d'intervenir. Généralement, voilà, en moyenne, on observe chaque année aux alentours de 95% de réussite sur l'ensemble des centres cours-galiens subvétaux, hein, puisque nous, on représente uniquement les centres subvétaux qui sont rattachés aux cours galiens. Donc, c'est uniquement 6 centres sur l'ensemble des centres subvétaux, hein, de France. Et on observe voilà, des taux de réussite aux alentours de 95%, voire plus, comme à Grenoble, où on a eu une très belle année l'an dernier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, du coup? Non, on est tout bon. Alors, on va continuer. Alors, donc, au niveau des frais de dossier et de scolarité, donc, il faut savoir déjà que le paiement des années donc est indépendant. Donc, vous payez la première année et vous payerez ensuite la deuxième année pour y accéder. Donc, au niveau de la première année, on est sur un total de 4 800 €, donc 4 650 € et 150 € de frais de dossier. Donc, il est évidemment possible d'échelonner. Donc, ça, on pourra vous expliquer plus en détail aussi. Soit par chèque, il est possible aussi de le faire sous forme de prélèvement. Et ensuite, pour la deuxième année, on est sur 2 200 €. Donc, au niveau des financements, comme je le disais, il est possible de mensualiser en 2 ou 5 paiements, donc par chèque ou prélèvement. C'est une formation qui est éligible au CPF, donc le compte personnel de formation. Donc, utilisé pour les personnes qui ont déjà travaillé avant, puisque malheureusement, les personnes qui sont encore en études et qui n'ont toujours pas travaillé n'auront pas grand-chose à utiliser sur leur compte personnel de formation. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité d'aller créer votre compte. Donc, vous tapez tout simplement compte personnel de formation. Vous prenez bien le site, le vrai, puisqu'en ce moment, on a droit au petit coup de téléphone de compte personnel. Donc, vous devez créer votre espace grâce à votre numéro de sécurité sociale et grâce à ça, vous allez pouvoir tout de suite connaître le montant que vous pourrez éventuellement utiliser pour financer la formation, soit dans son intégralité, soit une petite partie en fonction de ce que vous avez pu cumuler grâce à vos temps de travail dans les années qui ont précédé. Et donc, éventuellement, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, donc au Pôle emploi, vous avez la possibilité aussi de faire une demande de financement. Donc ça, c'est évidemment indépendant de chaque région, département, on va dire, selon les financements. Mais dans tous les cas, il faut vous rapprocher du Pôle emploi pour ceux qui sont inscrits, pour justement avoir éventuellement des aides aussi, en fonction de ce que vous avez pu, on va dire, accumuler, et surtout pour avoir, comme on le disait, donc, des allocations d'aide au retour à l'emploi, pour vous permettre d'avoir éventuellement un revenu à côté pour les personnes qui peuvent vivre de manière indépendante et qui ont besoin de vivre aussi à côté. Donc, vous avez toujours la possibilité de vous adresser au Pôle emploi pour avoir des aides de financement. Question. Alors, tac. Donc, combien y a-t-il de candidatures par rapport au nombre de places? Alors, ça dépendra un petit peu des centres. Hein. Oui, c'est ça. Alors après, chaque centre aussi a son nombre de places. Il y a des centres qui ont plusieurs classes, je crois. Donc ça, bon après, je pense qu'on est à peu près sur la même moyenne, entre 26 et 30 élèves par classe. Donc ça, il faut se rapprocher du centre de formation dans lequel vous voulez postuler pour connaître justement le nombre de places maximum. Donc après, combien y a-t-il de candidatures par rapport au nombre de places? C'est une très bonne question, puisque c'est vraiment indépendant d'un centre à un autre. Oui. C'est compliqué de répondre à la question, oui. Il faut candidater dans tous les cas, et puis
Et puis voilà, en fait, on va dire que plus vite vous le faites, plus vite vous êtes certain d'avoir une place pour la formation. Ah, par exemple, à Grenoble. À Grenoble, alors, à Grenoble, il faut savoir que nous, on a une classe de première année et une classe de deuxième année. On est à 26 élèves. Donc, oui, là, pour le coup, cette année, on avait des personnes sur liste d'attente. Donc après, le nombre de candidatures, par rapport au nombre de places de 26, on était sur une trentaine de candidatures. Donc voilà, si jamais vous postulez trop tard, comme je le disais, il y a une liste d'attente sur laquelle vous pourrez être repioché, j'ai envie de dire, dans le cas où certaines personnes s'étaient déjà inscrites et finalement décident d'annuler leur inscription. Par exemple, à l'issue des résultats Parcoursup, certaines personnes veulent partir sur d'autres types de formations. Donc, ça permet de libérer des places et de récupérer justement sur la liste d'attente. Voilà. Sinon, on est sur on va dire une trentaine. En tout cas, pour l'année dernière, on était sur une bonne trentaine, voire une quarantaine de candidatures, selon les dossiers qu'on a acceptés ou pas. Oui, parce que moi, je vois à Strasbourg, il y a même des personnes qui sont inscrites depuis l'année dernière. Donc qui ont déjà pris des informations pour l'année suivante. Donc, effectivement, l'essentiel étant d'envoyer son dossier de candidature pour être sûr que le dossier soit étudié. Le dossier de candidature ne vous engage en rien. C'est vraiment histoire d'envoyer votre dossier, de voir un petit peu votre motivation. Donc, à ce dossier de candidature que vous pouvez trouver sur le lien, il faudra joindre votre CV, votre lettre de motivation et pour les personnes qui étaient en formation, joindre également les bulletins scolaires des 2 dernières années. Et donc, grâce à ça, ça nous permet vraiment déjà d'évaluer une première fois, on va dire, le niveau qui a été vu, puisqu'il faut savoir que le niveau est quand même, je ne dirais pas dur, mais il y a beaucoup de matières, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles choses à apprendre, on va dire. Donc, il faut être certain qu'on ait une personne qui travaille, qui soit motivée. Donc, ce fameux dossier de candidature permet déjà d'avoir une première idée. Et comme on le disait, à l'issue de ce dossier de candidature, donc, on rencontre les postulants pour vraiment faire un entretien de motivation et c'est important d'avoir la personne en face de soi et donc pouvoir échanger sur la formation, sur le métier et voir si la personne peut faire la formation et surtout réaliser ce métier aussi d'assistant vétérinaire. Et une personne qui demande, alors effectivement, à la suite de la réception de votre dossier, en définitive, le dossier est traité quand même relativement rapidement. Je ne sais pas pour toi, Chloé, mais tu arrives à traiter les dossiers en combien de temps, par exemple? C'est variable, mais… Dès qu'on reçoit les dossiers de candidature, généralement, après selon les disponibilités, mais on les rencontre dans les 2 semaines maximum qui suivent. Voilà, et puis, voilà. Après, pour la réponse, donc à l'issue de l'entretien de motivation, donc vous avez une confirmation pour savoir si vous êtes accepté ou non en formation. Et alors, je ne sais pas pour toi, Françoise, mais moi, généralement, je l'envoie dans les jours qui suivent. Bien sûr. Moi, j'essaye aussi. Je fais comme toi, Chloé. À la suite de l'étude du dossier, j'essaye au moins d'avoir un premier contact avec les personnes au plus vite. Et puis après, en fonction du planning, d'avoir l'entretien de candidature. Et puis la réponse se fait assez rapidement. On essaye d'apporter des réponses rapides. Après, tout dépend. Alors, effectivement, tout dépend du temps, mais normalement, on a une réponse de l'ordre de 15 jours, quoi. Donc, c'est assez rapide. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas qui avait posé la question. C'est Magali, je crois. Si l'élève est retenu, il faut donner une réponse dans combien de temps si l'élève est retenu? C'est dans l'autre sens, si si on tourne, voilà, et l'élève doit dire tout de suite son vœu. Alors, voilà, après, justement, donc, vous recevez éventuellement la confirmation comme quoi vous êtes accepté en formation. Vous avez un délai pendant lequel, donc généralement, alors, pour chez nous, c'est 3 semaines. Donc, pendant ces 3 semaines, votre place est dite bloquée.
Au-delà de ces 3 semaines, si vous ne vous êtes pas inscrite, votre place pourrait être proposée à une autre personne. C'est histoire de mettre un peu la pression. Non, alors après, évidemment, selon la période, on va dire, de l'année, il restera plus ou moins de places. Donc, si vous voulez être sûr de bloquer quand même une place, même si vous avez un doute, si vous attendez des réponses ailleurs, le mieux est de faire une préinscription, c'est-à-dire envoyer votre contrat d'inscription avec les règlements. Donc après, évidemment, on ne va pas vous encaisser les 5 chèques d'un coup. On fait en sorte de s'arranger au niveau des dates, mais l'essentiel étant de bloquer votre place pour être sûr que vous puissiez accéder à la formation si vous décidez de venir donc faire Suveto. Oui, voilà, donc par rapport aux réponses Parcoursup, donc voilà, c'est ça. Donc le mieux, c'est de faire une préinscription, comme je disais, donc envoyer le dossier avec les règlements, en sachant, comme je disais, qu'il est possible d'échelonner. Donc on fait en sorte que les dates correspondent aussi. Et donc, au moins, vous êtes sûr de pouvoir bloquer votre place. Hop, voilà. Donc, tac. Pour revenir donc sur les dates importantes, donc au niveau des inscriptions, donc sur la prochaine promotion donc, de septembre, sur le niveau, donc, par rapport au centre dont on a parlé, on a à peu près 50% des places qui sont déjà réservées. Et donc, la rentrée aura lieu en septembre, donc le mardi 6 septembre. Je pense que c'est partout pareil. En tout cas, c'est le cas à Grenoble. Je ne sais pas si ça sera également le mardi 6 septembre pour les autres centres. Mais donc, la rentrée est prévue ce mardi 6 septembre. Et ensuite, le premier stage, donc le stage hebdomadaire, comme on le disait, commencera le lundi 31 octobre. Alors, voilà. Ben, bonsoir Stéphie, qui a dû nous quitter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup? Quel est le niveau des tests? Le niveau des tests par rapport à quoi? Le contrôle continu, c'est ça? Tu l'entends comment, Chloé, le niveau des tests? C'est pour intégrer l'école. Ah! Alors, les tests, en soi, il n'y a pas de test, c'est sur dossier. Donc, l'étude du dossier, elle se fait par rapport au bulletin scolaire, par rapport au parcours scolaire. Alors, effectivement, la sélection se fait essentiellement sur dossier. Certaines écoles, néanmoins, en plus du dossier, vont vous demander, c'est le cas par exemple à Montpellier, Oui. de compléter un test pour évaluer votre niveau un petit peu de connaissance, déjà un petit peu sur le secteur animalier, etc. Voilà, ça viendra renforcer, si vous voulez, votre candidature, la lettre de motivation et le dossier académique, voilà, que vous aurez transmis. Voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué forcément sur l'ensemble des écoles. Ce n'est pas le cas, par exemple, à Grenoble ni à Strasbourg, mais c'est le cas à Montpellier, voilà, qui propose un petit système. Oui, tout à fait. Oui, il y a de l'anglais. Alors, pas au moment du test, je ne pense pas, mais en tout cas, au cours de la formation, il y a de l'anglais. Donc, la première année, vous travaillez à l'écrit, vous êtes évalué à l'écrit, et en deuxième année, vous êtes évalué à l'oral. Oui. Alors, ce n'est pas la matière principale, hein, mais en tout cas, il y a quelques heures, oui. Pour la liste des matières, vous pouvez retrouver l'intégralité sur la brochure, donc sur le dossier de candidature. Vous aurez toutes les matières pour la première et la deuxième année. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Alors, le niveau d'anglais est comment? Vétérinaire. Non, il est simple. C'est très assez basique, ouais. C'est assez simple. C'est essentiellement basé sur de l'anglais technique, donc en lien avec voilà. Donc les élèves ne s'en plaignent pas, quoi, presque pas.
but étant, alors vous avez éventuellement, enfin évidemment des petites révisions sur la grammaire, etc. Mais surtout, le but de ces cours d'anglais est que vous puissiez communiquer avec une personne anglophone qui débarque à la clinique. Donc voilà, vous apprenez le vocabulaire et surtout vous apprenez à parler, à communiquer avec ces éventuels clients anglophones. Alors, où se situent les écoles en Nouvelle-Aquitaine? Donc, vous avez une école du côté de Bordeaux, si ça vous intéresse, de mémoire. Et ensuite, il faudrait qu'on regarde pour voir rapidement les plus proches. Après, il faut remonter sur Nantes, mais ça fait loin. Vous allez directement sur le site Subveto, le site national, et vous aurez une carte avec tous les centres de formation Subveto de France. Je peux remettre d'ailleurs le lien, si vous voulez, du site Subveto national dans le chat. Là, je vais vous le rajouter. Alors, je voulais peut-être revenir sur un point, parce que j'ai entendu qu'il y avait eu des questions tout à l'heure sur l'employabilité après le diplôme. Juste pour revenir sur une précision, on reprécisait que c'est une formation avec un titre RNCP, donc qui est inscrite au registre national des certifications professionnelles, et que de fait, si vous voulez, c'est une formation qui débouche sur des vrais emplois, hein, d'accord. C'est-à-dire que chaque année, nous avons pour obligation de remonter un certain nombre de statistiques sur l'employabilité de nos anciens diplômés, à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, etc. Et donc, on est très suivi par le ministère, en tout cas à ce sujet-là, très contrôlé, pour conserver justement ce titre RNCP qui permet ensuite la certification professionnelle et qui permet aussi pour les personnes qui pourront bénéficier d'une prise en charge, que ce soit une prise en charge région, CPF par exemple, compte personnel de formation, comme on l'évoquait tout à l'heure, de pouvoir financer la formation. Hein, voilà. C'est parce que la formation est RNCP qu'il y a de l'employabilité derrière, qu'elle peut être financée en partie ou en totalité par les différents organismes. Et donc, du coup, ce qui explique aussi que nos effectifs sont limités, en fait. On ne peut pas ouvrir, si vous voulez, autant de classes que ce qu'on le voudrait dans les centres. Donc, ce n'est pas par, je sais pas, manque de place ou volonté de notre part de ne pas accueillir plus d'étudiants. C'est-à-dire que localement, on forme autant d'étudiants que ce que le marché peut absorber localement. Donc, on ne va pas s'amuser à ouvrir 3 classes. Vous voyez, on pourrait le faire, hein, parce qu'on a beaucoup de candidatures chaque année, mais 3 classes de Subveto, si le marché local, à Grenoble par exemple, ne peut accueillir qu'une classe. En plus de ça, il faut que les structures vétérinaires qui sont localement situées autour de nous puissent accueillir nos étudiants en stage. Donc, si on a des effectifs aussi trop importants, on ne peut pas ensuite pouvoir garantir à chaque étudiant d'effectuer un stage dans un environnement géographique proche de l'école. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est pour cela que l'entrée est quand même un petit peu sélective et qu'on vous conseille, en tout cas, voilà, si vous êtes très motivé, de déposer votre candidature au plus tôt, sachant que là, vous voyez, bon, déjà, environ 50% des places sont déjà réservées, donc c'est des candidatures soit qu'on a déjà eu l'an dernier, soit des personnes qui ont candidaté en fin d'année civile ou début janvier. Et donc là, on est en pleine période des inscriptions avec Parcoursup à côté. Donc, même si on est hors Parcoursup, si vous voulez, c'est une période pendant laquelle on reçoit beaucoup de candidatures. Et effectivement, on vous invite plutôt à déposer votre dossier de candidature et à nous rencontrer dès maintenant, plutôt que d'attendre le mois de juin où, malheureusement, dans beaucoup de nos centres, ça sera très incertain que vous ayez une place. La plupart des promos seront déjà complètes. Donc après, ça sera peut-être s'il y a un désistement, mais seront prioritaires ceux qui seront sur la liste d'attente, évidemment, à ce moment-là. Alors, il y a une question que je vois de... Comment se préparer au QCM? Alors, on peut peut-être faire intervenir, je crois qu'elle est présente, Sandrine Bernard de Montpellier, qui est la référente Subveto de Montpellier,
sur cette histoire de QCM à Montpellier pour Oui, bonjour. désacraliser peut-être un petit peu le test. Oui, alors effectivement, hein, ça reste un QCM d'ordre général, hein. Il y a des questions de culture générale, il y a des mathématiques, hein, des suites numériques, hein, où il faut trouver le bon élément, des questions de français où on vous propose une phrase et vous devez trouver l'élément qui complète la phrase. Voilà, c'est vraiment culture générale, quelques notes d'anatomie, on va dire, mais voilà, hein, ça reste assez abordable en tout cas, hein. Je dirais un résultat qui serait moyen à ce test n'est pas forcément rédhibitoire à 100%. Là, on va regarder Oui, votre tout à fait, dossier en hein, globalité. tout à fait. C'est Donc, surtout… c'est un élément supplémentaire là, pour pouvoir échanger avec vous sur votre projet de formation et votre projet professionnel. Oui, surtout en plus, les futurs étudiants ont tendance à être stressés pour ce test. Ça fausse pas mal les résultats, hein. Corinne Berger de Subveto Brest, si je peux me permettre pour compléter, puisque nous le pratiquons également, c'est vraiment une base de discussion pour permettre aussi d'individualiser la formation dans le cadre de votre parcours. C'est-à-dire si on voit qu'il y a un petit point sur lequel vous êtes peut-être plus en difficulté, on va vous apporter les éléments pour vous permettre de le travailler en amont de la formation, mais c'est aussi un point sur lequel nous serons vigilants tout au long de votre formation avec vous. Voilà, c'est juste pour compléter sur ce petit test. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. N'hésitez pas. Je ne vois pas de questions. Pas de questions supplémentaires. Donc, écoutez, on va remercier en tout cas Chloé et Françoise d'être intervenues tout au long de la présentation et de la réunion de ce soir. On vous remercie également à tous les participants d'avoir assisté, échangé, posé des questions tout au long de la réunion. Pardon. Nous restons à votre disposition, donc évidemment, sur nos différentes écoles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dès demain pour programmer des rendez-vous. Vous pouvez profiter également des périodes de vacances scolaires où vous êtes peut-être un peu plus disponible pour prendre des rendez-vous auprès de nos équipes. Quelques créneaux sont encore disponibles sur ces périodes de vacances. Et puis on vous dit à très bientôt du coup dans nos écoles. Et n'hésitez pas, soit par mail ou par téléphone à nous solliciter pour les dernières questions que vous pourriez avoir plus tard. Alors, il y a juste Émeric qui avait certaines questions. Alors, oui. On vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas Émeric, c'est Océane. Ah, oui, en effet. Désolée, c'est pas grave. Oui, j'avais certaines questions, notamment par rapport au dossier. En fait, j'habite à Marseille et j'aimerais postuler pour Reims, mais je voulais savoir s'il y avait des critères de localisation, par exemple, c'est-à-dire est-ce que on peut privilégier les habitants de Reims, ce qui serait logique, et aussi si je dois du coup déposer le dossier à l'école de Reims même ou si je dois le faire via un mail ou via une adresse postale. Alors, on ne privilégie pas, si vous voulez, on n'est pas comme sur Parcoursup où on va privilégier sur des critères géographiques les candidats. Par contre, on va vérifier effectivement que vous avez bien un projet de formation sur Reims, que vous êtes prête à vous déplacer, que vous avez une solution de logement, etc. On va creuser que votre candidature soit sérieuse, évidemment. À partir du moment où sur ces éléments, nous sommes rassurés, sur également votre projet d'orientation, etc., il n'y a aucun frein, en tout cas, pour que vous puissiez ensuite suivre la scolarité sur Reims. Il faudrait pour cela, en tout cas, contacter directement le centre de Reims dès que vous le souhaitez et organiser un rendez-vous avec eux. Alors, si vous avez peut-être des difficultés à vous déplacer, parce que Marseille et Reims, c'est pas forcément la porte à côté. On peut très bien organiser, si vous le souhaitez, un rendez-vous par visioconférence ou éventuellement téléphonique dans un premier temps déjà pour accueillir votre candidature et puis échanger avec vous sur votre projet. D'accord, oui.
ouais, ce serait super. Et, et je voulais aussi savoir, j'avais vu qu'il fallait prévoir 2 cliniques au moins pour les stages dans un dossier. Mais comment ça se passe en fait? Mais il faut... Pour les recherches? Oui, c'est ça, il faut faire des... C'est-à-dire Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on appelle des cliniques, donc par exemple sur Reims, on appelle des cliniques, on leur demande s'ils ont la possibilité pour l'année qui arrive et on les met dans le dossier qu'on va vous transmettre ensuite. Ah, vous parlez des 3 cliniques à noter pour le dossier de candidature, oui, c'est voilà, ça? c'est ça. D'accord. Alors après, voilà, ce serait plutôt les cliniques que vous viseriez dans l'idéal. Donc, il vous suffit de vous renseigner justement auprès des... Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de les contacter tout de suite, mais voir déjà, vous renseignez vous de votre côté, regardez les cliniques qui vous intéressent et voir justement quelles seraient celles qui pourraient, enfin, celles où vous souhaiteriez aller et celles qui pourraient éventuellement vous accueillir aussi. D'accord. Et j'avais une dernière question, c'était du coup le dossier de candidature, c'est celui qu'il y a dans la brochure, c'est ça qu'on doit vous envoyer ou c'est un dossier totalement à part? Non, c'est celui qui est dans la brochure. Oui, tout à fait. Oui. Vous l'avez vu Oui, oui. C'est celui-là qu'il faut nous renvoyer, quoi. Renvoyer au centre. Oui. Ok, ça marche, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il n'y a pas de maths? Avec plaisir. On a retiré les maths, alors non, je plaisante. À Strasbourg, on fait des maths. Hein. Non, non, il n'y a pas de maths, je plaisante. La gestion, c'est déjà bien, ça fait des petits. Oui, la gestion, c'est déjà suffisant. Il y aura un petit peu de maths en gestion. Mais bon. Voilà. Bien compliqué. Hein. Non, c'est pas compliqué. Donc, ça va en libérer certains, je pense. Fini les maths. Bien, d'autres questions avant qu'on conclue? Enfin, qu'on reconclue. Écoutez, a priori, non, pas de questions supplémentaires. Donc, on va arrêter du coup la réunion pour ce soir. Merci encore voilà, de nos échanges pour ce soir. Et on vous dit à très bientôt donc dans les centres Sudveto voilà, pour échanger avec vous sur votre projet d'orientation. Et dépêchez-vous d'envoyer des candidatures, en tout cas pour les plus motivés, pour être sûr d'avoir une place pour l'année prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée.